Bonjour fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre sortie du débat panafricain, édition très chargée consacrée à plusieurs sujets, notamment l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta. Nous en reparlons aujourd'hui dans cette nouvelle édition du débat panafricain. 3 de ces 49 mercenaires ont donc été libérés à la suite de la médiation togolaise. On parlera bien sûr de cette actualité comme sujet par la suite. On aura ces propos d'Emmanuel Macron tenus lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices du côté de Paris, où Emmanuel Macron appelle à être plus agressif contre les partenaires qui souhaitent la libération du continent africain, notamment la Fédération de Russie, notamment la Chine. Il a également une fois de plus indiqué et indexé la Turquie. Emmanuel Macron pointe du doigt la poussée et la montée panafricaniste du continent africain. On parlera également de cette actualité. Pour sortir, on reviendra sur l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens. Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est-il désormais l'homme de la situation dans cette médiation? On rappelle qu'il a été reçu par le président malien, le colonel Assimi Goïta. Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait-il décanter la situation? Nous parlons donc de ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du débat panafricain. Pour faire le débat ce soir sur ce plateau central de la télévision panafricaine, nous sommes avec Maître Janvier Momo. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Junior Wafo, c'est un plaisir de présenter cette émission avec vous en belle tenue africaine. Et nous présentons, je pense, toutes nos excuses pour ce retard. Les émissions d'Afrique Média qui commencent parfois par le retard sont les meilleures. Un bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je ne vais pas oublier les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Également avec nous sur ce plateau central, le docteur Basiliken. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir et une fois encore, merci d'avoir pensé à moi pour ce débat. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les panafricains de cœur ou d'esprit. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toutes les compétences que vous avez pu sélectionner en Afrique et ailleurs dans le monde, de telle manière que ensemble nous devons penser l'avenir et le devenir de notre Afrique chérie. Merci à vous, docteur Basiliken. On va à présent prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Bonsoir. Aux expérimentés sur les plateaux, je salue tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média. Nous saluons toute votre équipe technique, nous saluons toute l'Afrique, nous saluons tout le monde libre, c'est-à-dire tous les êtres humains qui aspirent à la liberté et tous les êtres humains qui travaillent pour que chaque individu sur Terre soit libre. Salut à vous. Merci. Diawara, Linda Larbaoui est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue Linda, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à tous vos invités et nos téléspectateurs. Bonsoir. Terminer ces présentations avec vous, Isaac Kofi. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Junior Boafo. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent actuellement et aussi aux invités tant sur le plateau que sur Zoom. Et merci d'être là et ensemble, nous allons parler de notre continent, notre beau continent, l'Afrique. Et voilà, et restez à l'écoute, quel que soit l'endroit ou quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Cher Isaac Kofi, eh bien, on va reprendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. On le disait d'entrée de jeu pour commencer cette émission. 3 des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés dernièrement à l'aéroport international Modibo Keïta ont donc été relâchés. Il faut dire que le fait de les relâcher intervient dans le cadre de la médiation engagée par le président togolais, son excellence Faure Isozima Nyasimbe. Eh bien, Issa Diawara, quelles sont les raisons de cette libération? Pourquoi seulement 3 sur les 49? Merci beaucoup. 3 sur les 49 parce que nous savons à qui nous avons affaire. Nous connaissons un peu qui en face, c'est M. Ouattara. M. Ouattara aujourd'hui c'est un allié clé du bloc occidental. Un homme de la France. Est-ce que la France tient parole? C'est une question de stratégie aussi. Vous avez là en face de lui un pays dirigé par les 5 colonels.
Donc, comprenez que c'est une question de stratégie. D'ailleurs, il faudrait d'abord, si nous revenons un peu en arrière, il faudrait dire que la médiation togolaise, c'est une médiation qui a été acceptée par les deux parties. Dès le début, le Mali a accepté et la Côte d'Ivoire a accepté. Donc il faudrait dire que le Togo s'était proposé. Il y avait deux pays qui s'étaient proposés, mais le Mali, vu la proximité avec Fort Gnassikwe, le Mali avait opté pour la médiation togolaise, ce qui a été accepté par le côté de M. Ouattara. Mais que le premier round fin juillet a été un échec. Pourquoi? Parce que le Mali avait demandé simplement que la Côte d'Ivoire reconnaisse ses responsabilités dans ce qui s'est passé, que la Côte d'Ivoire reconnaisse qu'il y a eu des manquements de son côté. Donc ces militaires sont arrivés, bien sûr, au Mali en tant que des mercenaires. La Côte d'Ivoire avait refusé, c'était le petit frère du président Ouattara lui-même, il a été catégorique. Il avait dit que son pays ne va jamais s'excuser et la Côte d'Ivoire avait exigé une libération sans délai. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont compris des gens qu'ils ont en face d'eux. Parce que toutes les petites choses qu'ils ont tenté là-bas, à vouloir intimider des artistes et autres, d'ailleurs sur Afrique Média, je pense que les autorités de la Côte d'Ivoire suivent Afrique Média. Parce que nous avons dit ici que cela va radicaliser les positions et depuis lors, là, ils ont arrêté cela. Et ensuite, les petits tapages, ils ont tous cessé. Les sorties, là, ils ont tout arrêté. Et les intimidations, ça n'a pas marché. D'ailleurs, le Mali s'est occupé de neutraliser les touristes. La Côte d'Ivoire a fait des exercices militaires. Le Mali n'a même pas branché. Nous avons continué tout bonnement à écraser les touristes que la France nous envoie. Et nous avons même accusé directement la France. Et aujourd'hui, je pense il doit avoir en tout cas quelque chose d'après les informations que nous disposons, parce que nous aussi nous savons ce qui se passe de l'autre côté entre Macron et bien sûr M. Ouattara. Donc cette question du Mali non seulement a fragilisé Ouattara de l'extérieur, et même au niveau du bloc occidental, ça ne va pas beaucoup. Au moment où la France même est dorénavant sur les bancs des actifs. Donc on a libéré, les trois ont été libérés bien sûr, c'est une question stratégique. C'est une question de stratégie. Dites-vous, c'était d'abord conditionné à quoi? Que la Côte d'Ivoire reconnaisse ses responsabilités. Ce qui a été fait, le ministre, le directeur de cabinet du président Ouattara a reconnu bien sûr les responsabilités de la Côte d'Ivoire. Il dit même que c'était un événement regrettable. Et la Côte d'Ivoire s'était refusée de s'engager à œuvrer pour la paix au niveau de la sous-région. Et dorénavant, la Côte d'Ivoire dit dans son discours officiel d'œuvrer pour la stabilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'œuvrer pour la paix au Mali, d'œuvrer pour la cohésion entre les deux pays, c'est ce qui a été demandé. Donc quand la Côte d'Ivoire décide publiquement, en tout cas s'engage publiquement, c'est l'opinion nationale et internationale qui est d'ailleurs prise dorénavant comme témoin. La Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer dans le cadre de la cohésion entre les deux pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implicitement que la Côte d'Ivoire s'engage à désavouer la France sur la question malienne. Dans les faits, est-ce que cela est possible? Nous savons que Ouattara, c'est l'homme de la France. Dans les faits, ce n'est pas possible, mais ce qui nous plaît, les jeunes du Mali sont très stratégiques, sont très intelligents. En poussant la Côte d'Ivoire à faire ces discours de façon officielle, dites-vous que la prochaine fois que la Côte d'Ivoire sera prise la main dans les sacs, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle bien sûr du régime Ouattara, quand ce régime sera pris la main dans les sacs, or ce régime s'est engagé, ce régime sera confronté à ces mots et je pense que le Mali pourrait justifier tout ce que peut-être les chefs colonels veulent faire. Aujourd'hui, c'est juste un discours. Nous savons que M. Ouattara ne tient pas parole, mais il fallait l'obliger à faire ce discours. Il n'y a que 3 femmes qui ont été libérées, les autres 46 sont toujours détenues ici au Mali. Donc nous attendons que M. Ouattara fasse un autre geste. Et nous l'avons dit ici qu'il fallait voir jusqu'à où les 49 et cette histoire de 49 mercenaires allait conduire le Mali. Donc ayez confiance au colonel Goïta et à son équipe, ayez confiance aux alliés du Mali, l'Algérie, la Russie, qui savent très bien ce qui est en train de se faire. Donc aujourd'hui, Ouattara et le Mali n'a libéré que 3 femmes, il reste 46 hommes et nous savons qu'ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Donc quel est le prix à payer pour la libération de ces 46 hommes? Est-ce le prix ne va pas finalement coûter le fauteuil même à M. Ouattara? Le prix
C'est confidentiel, il n'est pas connu publiquement, mais je pense qu'il sera connu. Merci bien. Issa Diawara pour cette première intervention. Je reviens sur ce plateau pour vous retrouver, Maître Janvier Momo. Issa Diawara semble un peu optimiste en ce qui concerne la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Connaissant le personnage, est-ce que croire à ces gestes, comme le disait Issa Diawara, ces gestes de bonne foi, ne serait pas tombé dans le piège, connaissant le personnage? Je salue d'abord les copanélistes qui sont sur Zoom. C'est ce que nous faisons d'habitude. Je voudrais tout simplement dire au général Issa, notre fils, en qui nous avons confiance, que connaissant pertinemment le président Alassane Dramane Ouattara et connaissant la Côte d'Ivoire de l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, la libération de 3 femmes, pour eux, c'est un pas en avant. Pour nous, nous pensons qu'au Mali, on a joué avec les sentiments, on a joué avec l'africanité, on a joué avec le respect de l'émissaire togolais, on a surtout joué avec ce que je peux dire le sexe, c'est-à-dire la femme africaine. Ce sont 3 femmes qui ont été libérées. Mais pour nous, les panafricanistes, lorsque nous revisitons l'histoire des trahisons, l'histoire des réussites, des pistes, de l'impérialisme, l'histoire de l'inféodation, de l'impérialisme dans ce que je peux appeler la pyramide africaine, ce sont des gestes qui ne vont plus se répéter. Parce que les 49 militaires, le message qui était venu d'Abidjan, c'était premièrement des messages de menaces. Qu'il faut libérer immédiatement les Ivoiriens qui sont détenus au Mali. Effectivement. Mais que faisait-il au Mali? Le premier message, c'était un gros mensonge. Que ils sont à Modibo Keïta Sénou pour rejoindre le contingent de la MINUSMA. Le contingent ivoirien de la MINUSMA. Mais oui, un autre message. Maintenant, c'est la voix autorisée de la MINUSMA qui dit, mais écoutez, mais ce qui vient d'Abidjan, c'est un grossier mensonge, c'est de la farine, une fois de plus. C'est le C-49 n'était pas pour rejoindre le contingent de la MINUSMA, qu'on définisse clairement ce qu'ils étaient venus faire. Alors, dos au mur, la Côte d'Ivoire s'est tue. Et petit à petit, des vérités commencent à se poindre à l'horizon. Et elle a continué dans les menaces. Elle a continué dans les menaces. Parce qu'on a encore en mémoire, Maître Janvier Momo, le discours de veille des fêtes d'indépendance du président Alassane Dramane Ouattara, où il continue avec un ton autoritaire à demander aux autorités de Bamako de libérer ces mercenaires-là. Pour nous, ce discours a interpellé encore les panafricanistes et les Maliens. C'est la raison pour laquelle nous avons confiance en la justice malienne. La chance, et nous le disons aux panafricanistes, c'est que les 49 sont passés à table, y compris les 3 qui viennent d'être libérés. Tous sont passés à table. C'est-à-dire, ils ont expliqué aux juges ce qu'ils étaient venus faire au Mali. Mais ils ne sont pas venus au Mali pour offrir des plats de nouilles, des plats de spaghettis aux Maliens. Ils ne sont pas venus au Mali pour un amusement, pour des bisounours. Ils ne sont pas venus au Mali pour donner de la farine, de blé aux Maliens. Mais monsieur, ils sont venus au Mali pour une entreprise de déstabilisation. Et donc, les 5 colonels étaient leur cible. Et ils étaient au courant que le président malien devait entreprendre des tournées à l'intérieur du pays. Où est-ce que ces 49, avec d'autres légionnaires qui sont au niveau de la frontière du Mali, où est-ce qu'ils devaient accueillir le gouvernement de transition? Parlons du gouvernement de transition, la République du Mali, symbolisée et représentée par Assimi Goïta. Alors, pour nous, libérer 3 soldats, c'est vrai, mais quand le Mali ne continue plus à commettre des erreurs, ils doivent être jugés, eux. Le monde entier doit savoir que, une fois de plus, un pays voisin a été à l'origine de la destruction de l'entreprise de libération du Mali engagée et symbolisée par Assimi Goïta et les autres peuples maliens. Il faut comprendre, le malheur de l'Afrique est toujours venu de l'Afrique. Le malheur des Africains a toujours été au centre d'une polémique
dans laquelle on retrouve toujours les Africains. Mais, monsieur Wafo, il faut, Gérard Diawara, il faut faire attention. Mais comment, vous ne voyez pas la ceinture qui est en train de se créer autour du Mali? Il y a le Niger. Le Niger et le Burkina Faso se sont associés pour une nouvelle entreprise, pour une nouvelle guerre, une nouvelle croisade contre le djihadisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire envoie 49, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu, elle est entrée en plein dans l'action au Mali en disant, si la France peut compter sur un pays en Afrique pour déstabiliser le Mali, ce n'est pas seulement sur le plan langagier. Moi, je passe en acte. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces 49 mercenaires ont été envoyés au Mali. Regardez ce qui se passe autour du Mali. Le Niger a accueilli ceux qui ont été chassés. Et si nous étions à l'Union européenne et que la France dit non à un État, dit non à une entreprise, mais tous les autres États de l'Union européenne devaient dire, monsieur, vous êtes persona non grata chez nous. Effectivement. Mais regardez comment c'est la sécession catalane. Vous avez vu comment toute l'Union européenne a accueilli ceux qui ont engagé une entreprise sécessionniste au niveau en Catalogne. C'était le même son de cloche. Comment est-ce que le Mali, dans une entreprise, le Mali, dans un cercle, décerne et dit, voilà, nous souffrons d'un mal, d'un cancer qu'on appelle le djihadisme. Pendant 9 ans, le médecin international, le médecin mondial est venu. Il a prescrit 3 médicaments. Le premier médicament s'appelait Serval. Le deuxième médicament s'appelait quoi? C'est quoi? Après l'opération Serval, c'était quoi? Barkhane. Barkhane. Et le dernier médicament, c'était Takuba. Tous ces médicaments prescrits par le médecin international n'ont pas pu soigner le Mali. Et comme le Mali, dans sa souffrance, dans sa maladie, n'est pas seul. Le Niger souffre de la même maladie, le Burkina Faso souffre de la même maladie. Le peuple malien fait le diagnostic et dit, ce médecin ne peut pas nous soigner parce que ces 3 médicaments n'ont rien donné. Et que ce soit le Niger qui dit, le médicament qui n'a pas marché au Mali va marcher au Niger. Que le Burkina Faso est en train de dire, le médicament qui n'a pas marché au Mali va marcher au Burkina Faso. C'est quel genre d'Africain que vous avez? Mais oui, cette médiation, elle ne nous dit pratiquement rien. Le Mali doit comprendre, et c'est un grand conseil. Nous le vivons depuis la nuit des temps. La trahison, la haute trahison, qui a toujours ramené les efforts de souveraineté des peuples africains. Cette trahison, elle est toujours venue de l'intérieur de l'Afrique, pour ne pas dire de l'intérieur de la maison. Les 3 libérés, pour des besoins humanitaires, nous applaudissons. Mais que le Mali ne continue plus parce que ces 49 ne sont pas venus offrir des plats de spaghettis aux Maliens. Ils sont venus pour déstabiliser le peuple malien. Et donc, quand nous regardons Sandaogo, qui va rencontrer Assimi Goïta, mais écoutez, mais n'oubliez pas l'affaire, la fameuse affaire qui avait été réglée par l'Organisation de l'Unité africaine, la guerre des sables entre le Mali et le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce Burkina Faso, est-ce que c'est le Burkina Faso qui peut encourager une entreprise de souveraineté, de reconquérir la souveraineté au Mali? Mais non! Ce sont des envoyés de la Côte d'Ivoire. Dès lors que le président Ouattara et la Côte d'Ivoire ont affiché un message clair au niveau de la République sur la déstabilisation du Mali. Mais ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Niger de Bazoum, ce n'est même pas le Togo, parce que jusqu'à présent, nous acceptons Faure et Sozima, mais nous posons un certain nombre de questions en tant qu'habitués de la lutte panafricaine. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Que le Mali comprenne que dans cette entreprise, ils n'ont pas d'arrière. Le Mali ne doit regarder que devant. Et ils n'ont pas de support en Afrique jusqu'à présent, en dehors des panafricanismes vers lesquels les Maliens peuvent être sûrs que la lutte panafricaine engagée pour eux, pour les soutenir, est une lutte saine, est une lutte qui vient de l'au-delà, est une lutte qui reçoit la bénédiction de l'au-delà, est une lutte qui est fondée dans ce que nous pouvons appeler les relents spirituels de l'Afrique. Que les Maliens ne se trompent pas. Tous ceux qui sillonnent au Mali aujourd'hui en disant qu'ils sont des émissaires, c'est pour trouver la faille. D'ailleurs, le médecin qui n'a pas pu soigner le Mali du djihadisme et qui a prescrit 3 faux médicaments, il n'est pas loin, il est aux frontières et il attend
que cette faille se crée pour rentrer au Mali en grande pompe et faire savoir au monde entier qui a rendu le Mali si hardi de troubler le breuvage de la France, mais qui leur a dit que la France pouvait perdre, qui leur a dit qu'un pays africain pouvait faire réfléchir. Tenir tête à la mais France. oui, il pouvait faire réfléchir et tenir tête. Mais le Mali doit faire attention avec ce bal des émissaires. Il faut à un moment donné que ça s'arrête et que ce soit le langage de la justice malienne qui prime. Parce que les infractions, elles sont là. Donc, le pouvoir malien aujourd'hui de transition ne doit pas occulter la justice malienne de faire ce que nous pouvons appeler le jusqu'au-boutisme dans cette affaire des 49 mercenaires. Mais si c'était dans d'autres pays, mais ils seraient passés... Ils seraient condamnés depuis longtemps. Si ce n'était pas la pendaison, ils auraient été condamnés depuis. Mais on tourne pourquoi? Pour que les émissaires, le loup, continuent d'entrer dans la bergerie. Mais Assimi et les autres, ils doivent faire très attention. Ils sont en train de faire des bisous à la tête de la vipère. La vipère, elle n'est pas loin, elle est tout juste à côté. Et elle envoie des émissaires pour négocier. Mais ces négociateurs, ce sont des fossoyeurs de l'entreprise de souveraineté du Mali. Et nous, les panafricanistes, nous attendons. Parce que nous avons préparé. Macron a demandé d'être agressif vis-à-vis des panafricanistes. Et nous, ce soir, nous disons que nous devons devenir plus agressifs que eux. Parce que l'agression, c'est une agression psychologique. Et une agression qui est fondée sur la vérité. Que on ne peut pas bâtir une France sur la souffrance et le sang des Africains. Et ils veulent le pérenniser au 21e siècle. Donc pour nous, le Mali doit comprendre. Pour sortir. Oui, pour sortir. Qu'à ses frontières se trouve l'ennemi. Le médecin qui n'a pas pu le soigner n'est pas loin. Il est en train de soigner le voisin. Et ça veut dire que le voisin a un autre diagnostic que nous n'avons pas. C'est le Niger et le Burkina Faso, ils ont d'autres diagnostics avec la Côte d'Ivoire. Et nous connaissons ces diagnostics parce que en regardant, en scrutant de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous les panafricains, nous savons. Le Mali est seul dans cette entreprise avec Dieu, les panafricanistes et les partenaires qui sont honnêtes. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Je me tourne à présent vers vous, Docteur Bassiliken. Le Maître Janvier l'a dit, le loup ne cesse d'entrer dans la bergerie. Est-ce que il faudrait à un certain moment penser à stopper les élans de ces différents médiateurs-là? On parlera plus tard de la médiation probable et possible du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On s'arrête d'abord sur la médiation togolaise engagée par son Excellence Faure Essozi Gnassingbé, président du Togo. Eh bien, est-ce que les autorités de Bamako doivent commencer à freiner un peu ces médiations et laisser la justice faire ce que Maître Janvier Momo appelait son jusqu'au-boutisme? À mon avis, merci d'abord. Ce sujet est vraiment brûlant, il est vraiment patent et il est important que nous en parlions avec sérénité. Donc, moi, je pense que les deux voies doivent progresser parallèlement. La justice malienne a le devoir de sortir toute la vérité et d'en informer les Maliens et tous ceux qui aiment le Mali. Eh bien, les gens qui veulent faire les intermédiaires, tant mieux qu'ils viennent avec leurs propositions. Mais il faudrait que les autorités du Mali sachent qu'on ne joue pas avec une vipère, même quand on la croit morte. Il faut se souvenir que c'est de Côte d'Ivoire qu'est venue la mort de Thomas Sankara, bien entendu avec le bras armé de la France. Et aujourd'hui, c'est une réitération. Quand on a vu ce que les Français disent, vraiment publiquement, officiellement, M. Macron et ses collaborateurs ont déclaré que le Mali n'avait pas plus de 6 mois encore à tenir tel qu'il est aujourd'hui, et que du jour au lendemain, eh bien, le Mali allait s'effondrer. Et les raisons qu'il disait, c'est que les Maliens aiment l'argent, qui n'aiment pas l'argent quand on a faim. Et celui qui affame les Africains, c'est-à-dire la frange éternelle, généreuse, civilisatrice, prédatrice et filouteuse de tous les biens de l'Afrique, eh bien, elle affame les Africains
précisément pour les rendre malléables par bonheur. Par bonheur, il se trouve qu'au Mali, on a une équipe de jeunes officiers dynamiques qui aiment leur pays, qui ont de la raison, qui sont capables de comprendre ce qui se passe, qu'ils ne perdent pas de vue que c'est Blaise Compaoré, l'ami, le frère, l'intime de Sankara, qui a fait tuer Sankara à la demande de la France avec l'appui du Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Évitons que l'histoire se répète. Quand l'histoire se répète, elle bégaye. Et alors, aujourd'hui, tous les Africains, je ne parle pas que des panafricanistes, tous les Africains qui aiment leur pays, qui aiment leur continent, souhaitent la réussite du Mali parce que c'est la voie de sortie des pays francophones du joug de la domination, de l'exploitation et du mépris français. Aujourd'hui, les colonels doivent comprendre que ils ont le devoir divin de sauver leur pays, de sauver l'Afrique et surtout de ne pas hésiter à dire haut et fort les dessous de cette Afrique. Je suis certain que Paris, Abidjan sont de connivence. Et quand on voit ce que M. Macron a déclaré au Cameroun, l'agressivité qu'il a annoncée, eh bien la voilà qui commence. Sauf que ne réussit pas toute agressivité. Il y a la raison, il y a la capacité des Maliens à résister, à défendre leur pays, et je crois qu'ils en viendront au bout. Et je suis serein aujourd'hui. La révolution malienne, si vous me permettez d'utiliser ce terme, oui, c'en est une. La révolution malienne doit aller de l'avant. Ne pas se laisser cajoler par les démarches diplomatiques. Il y a la vraie diplomatie, puis il y a la diplomatie de pacotille. Parce que pour les Français, les Africains ne sont pas des hommes comme les autres. Oui. Alors, avec eux, on peut tergiverser, on peut envoyer qui que ce soit, on peut obliger un Africain comme M. Ouattara, ancien haut fonctionnaire international, à se retourner dans la fange pour trahir, pour poignarder dans le dos une république malienne naissante et qui a le soleil devant lui. Messieurs les commissaires, les colonels du Mali, s'il vous plaît, faites très attention. Vous avez le malheur d'avoir une frontière commune avec votre ennemi intime. Parce que la Côte d'Ivoire a montré que chaque fois qu'elle veut se mêler des affaires africaines, c'est pour le malheur de l'Afrique. Alors, que Dieu nous garde. Merci à vous, docteur Bassiliken. On va à présent retrouver Linda Larbaoui pour revenir sur cette médiation togolaise. Eh bien, chère Linda, est-ce que la possibilité que cette médiation togolaise là engagée par le chef de l'État togolais puisse être un cheval de Troie et employé pour essayer d'infiltrer les colonels de Bamako pour, comme Maître Janvier Momo l'a dit, trouver la faille pour pouvoir enfin frapper là où ça fera mal? Les choses ont changé depuis la visite de Macron en Algérie, déjà d'une part. De deux, il y a des grandes manœuvres qui se font actuellement depuis le 1er jusqu'au 7 inclus, où il y a 15 pays, 50 000 soldats qui sont en mer du Japon, avec la Russie et la Chine à la tête et l'Inde. Déjà là, on trouve l'Inde et la Chine, les pires ennemis qui sont amis dans des grandes manœuvres. Il y a quelque chose qui est en train de naître avec ces manœuvres, où c'est un nouveau bloc pour contrer l'OTAN. Je vous ai envoyé aujourd'hui plein d'articles, plein de choses, hein, Afrique Média. C'est intéressant ce que j'ai envoyé. Donc il y a aussi le fait que la France a perdu l'Algérie au niveau de la francophonie. Et je vous ai aussi envoyé un article ridiculisant la France par rapport à ça, c'est un article anglais. Il y a la position aussi des Maliens qui sont décidés plus que jamais
de rester unis et de se battre pour le salut du Mali. Donc il y a eu beaucoup de changements. Les derniers temps, j'avais dit que la France était en train de lâcher Ouattara. Les choses se confirment. Il a échoué. Et aussi, il y a un grand froid entre le roi du Maroc et la France. Et le Maroc, on sait que c'est une interdépendance. Ce n'est pas, ils ont jamais été colonisés pour prendre leur indépendance. Ils ont toujours été sous protectorat et c'est toujours les sultans qui demandaient le protectorat. Donc, il y a toute une géopolitique en Afrique qui est en train de changer. Il y a la position aussi des Russes qui se renforce de plus en plus. Je parle des Russes, pourquoi? Parce que c'est nos amis maliens qui ont fait appel à la Russie. Maintenant, je vais dire une chose à nos amis maliens, je voudrais les remercier. Merci beaucoup. Merci à tout le peuple malien, de M. Assimi Goïta jusqu'au dernier des Maliens qui viennent de naître. Parce que si aujourd'hui l'Algérie a réussi à être aussi forte, c'est grâce à votre combat aussi. Tous nos frontières étaient brûlantes et ça nous a permis de sécuriser notre frontière suite à la révolution du peuple malien. Je ne sais pas si le peuple malien se rend compte du rôle qu'il a joué dans le monde qui vient de se décimer. J'ai toujours été pour le Mali, pour son combat, pour qu'il puisse s'affranchir parce que je connaissais les enjeux. Et merci beaucoup d'avoir été vraiment vigilant et d'avoir compris le complot. Ça a sauvé l'Afrique, je dis bien l'Afrique. Pourquoi? Pour la simple raison que si aujourd'hui la Russie est forte, c'est grâce à vous. Vous avez fait échouer le complot du gaz africain qui allait remplacer le gaz russe. Et de cela, mettre la Russie en difficulté. Si le peuple malien n'avait pas réagi et il n'avait pas bougé de la sorte et il n'était pas resté solidaire avec les militaires qui ont pris le pouvoir parce que eux-mêmes avaient compris les enjeux, je crois que aujourd'hui les Russes n'allaient pas pouvoir jouer la carte du gaz et puis essayer de contrer les États-Unis et leurs alliés avec ça. Ni les Chinois d'ailleurs, ni tout le reste. Les Chinois, ils ont une autre carte, c'est la carte du fer. Après les hydrocarbures, il y a le fer qui est très important. Et puis, on retrouve un rôle aussi que la Guinée a joué récemment avec la nouvelle équipe qui est en place. Donc, Ouattara est terminé. Ouattara n'est plus utile. La France elle quitterait réellement le Mali, mais bien sûr, il va rester des endocolons, il va rester des traîtres, ça c'est sûr, il faut être vigilant. Mais par contre, pour le Niger est en train de s'approvisionner en armes, par exemple le Bayraktar et puis d'autres armes chez les Turcs. Donc, si vous voulez dégager les Français, vous ramenez les Turcs ou les Russes. Le Mali a ramené les Russes, les chapeaux, et puis il y a le Niger qui est en train de changer de bord et qui est en train de changer de politique par rapport déjà au gazoduc qui arrive du Nigeria, et c'est un produit très important pour l'Europe, donc ils vont calmer le jeu. Alors pour moi, Ouattara il est fini. Ouattara il va partir tranquillement. S'il veut, il partira pas tranquillement, c'est la France qui va s'en charger parce que, encore une fois, il n'a pas réussi son coup. Le peuple malien, encore une fois, je vous remercie. Si aujourd'hui nous avons pu, nous, en Algérie, en Mauritanie aussi, vous avez joué un rôle très important pour stabiliser la Mauritanie. Depuis 2008, il y a eu un coup d'État, mais c'est la France qui a mis un endocolon au pouvoir. Vous avez joué un rôle très important dans tout ça. Donc je vous remercie et surtout ne lâchez pas, vous êtes sur la bonne voie. Et puis mes salutations à Monsieur Assimi Goïta et puis son équipe.
temps prendre la direction d'Isaac Kofi. Cher Isaac, on a écouté les argumentaires des uns et des autres. Ils vont dans le même sens. Alassane Dramane Ouattara est plus sur la fin que le début. Mais peu importe les gages de bonne foi qui pourront être donnés par Alassane Dramane Ouattara, doit-on lui faire confiance? Parce que on le rappelle, toujours dans le cadre de cette affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta, une militante des droits civiques du côté de la Côte d'Ivoire, organisation de la société civile influente, Pulcherik Balé, a été arrêtée à son retour de Bamako. Elle avait été invitée par une organisation sœur du côté du Mali. À son retour du Mali, elle a été interpellée. Son passeport lui a été confisqué, des documents lui ont été confisqués. Après, on a fait mine de la libérer, puis pour la piéger par la suite en l'appelant et l'emprisonner. Est-ce que, peu importe les gages que donneront Alassane Dramane Ouattara, peut-on lui faire réellement confiance, même s'il est plus sur la fin, comme le disent nos invités? Merci beaucoup. Et en effet, on a d'un côté l'affaire de Mme Pulcherik Balé, je vais y arriver tout à l'heure. La narrative officielle que nous avons écoutée de la déclaration conjointe du directeur de cabinet de M. Alassane Ouattara, de même que du ministre togolais des Affaires étrangères et aussi du ministre malien, parle d'un acte humanitaire. Bon, ça c'est la version officielle. Mais on peut peut-être voir en ce geste du Mali un acte, certes humanitaire, mais aussi un appel de pied au gouvernement ivoirien concernant le cas de Mme Pulcherik Balé. Vous avez tout à l'heure donné un peu, on va dire, la chronologie des faits concernant son arrestation qui est liée à cette affaire-là. Parce que si nous voyons que c'est juste un acte humanitaire, le Mali pouvait, depuis le mois de juillet, libérer les 3 femmes du contingent. 7 après les interrogatoires et il pouvait les libérer. Moi qui vous parle, dans les années 90, j'ai passé beaucoup de temps avec les armées ivoiriennes. On a été dans certaines zones de conflit, par exemple la frontière libérienne. À cette époque d'ailleurs, il n'y avait pas assez de femmes dans l'armée. Aujourd'hui, il y a 7 des femmes, mais on peut voir et on peut distinguer de façon très claire la morphologie et la nature d'une femme militaire de carrière. Et nous avons vu ces 3 dames hier qui sont descendues à l'aéroport d'Abidjan. Elles ne ressemblent pas vraiment à des soldats d'infanterie qui vont en zone de guerre, qui vont au combat. C'est probablement des simples cuisinières qui ne savaient peut-être même pas ce qui se passait dans ce contingent. Qu'est-ce que ce contingent allait faire au Mali? Donc, si on voulait parler réellement d'actes humanitaires, le Mali aurait pu, dès les premiers instants, les libérer. Ça n'a pas été le cas. Elles ont été libérées maintenant, après une longue médiation togolaise qui a duré 1 mois. Et d'ailleurs, cette médiation, je peux vous l'assurer, elle n'aura pas de succès. Elle a eu un maigre succès de 3 libérés et je pense que ça va s'arrêter là parce qu'on a vu M. Damiba qui va reprendre le flambeau. Ça, c'est un autre sujet. Je vais peut-être en parler tout à l'heure. Donc, pour moi, le Mali pose cet acte, c'est par rapport à d'autres raisons. On peut penser au cas de Mme Pulcherik Balé, dire au gouvernement de M. Alassane Ouattara, parce qu'il y a dans la narration, dans la rhétorique, il faut faire une différence entre la Côte d'Ivoire et M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque le Mali, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est en conflit avec le peuple malien, c'est M. Alassane Ouattara pour ses intérêts personnels et les intérêts de ses mandants. On parle de la France très loin, mais il y a sa femme qui est à côté, qui a des intérêts purement économistes, mercantilistes. Donc, M. Alassane Ouattara, dans ce conflit, met une pression énorme sur le peuple du Mali. Bon, si le Mali a cédé à libérer ces 3 dames-là, bon, c'est un acte humanitaire, certes, mais qui vient à un moment où on lui lance aussi la balle pour dire, voilà, nous, on respecte les femmes. Bon, et les 3 femmes qui étaient dans ton contingent de mercenaires, nous les libérons. Nous espérons que la dame que vous avez arrêtée là-bas et que vous avez aussi accusé de vouloir faire un coup d'État. Parce que c'est ça un peu le paradoxe. Il y a 3 dames qui arrivent avec un avion qui est rempli d'armes. On les accuse de coup d'État, on les libère sans jugement. Et de l'autre côté, une dame, une civile, une membre de la société civile,
est arrêté et on l'accuse de coup d'État. Vous avez parlé de documents. Non, il n'y a pas eu de documents qui ont été interceptés sur elle. C'est juste son passeport et son téléphone. Ils ont fouillé, essayé de voir avec qui elle communiquait, mais ils se rendent compte qu'il n'y a rien maintenant. On l'incite, et du moins on l'accuse de vouloir inciter les familles à se rébeller contre le pouvoir en place. Et qui est aussi à Chifo, on l'accuse de complicité avec M. Guillaume Soro pour perpétrer un coup d'État. Donc, dans le cas d'espèce, moi je pense que le Mali lance une balle au gouvernement ivoirien. Est-ce qu'il va réagir? Je peux déjà vous dire que non. Est-ce qu'il le fait? Parce qu'on le connaît, on connaît le personnage. Et le 6 août dernier, M. Ouattara a tenu un discours où il avait déclaré et libéré 2 officiers de l'armée ivoirienne sous le président Laurent Gbagbo, le contre-amiral Vagba Fessigno, ancien commandant de la marine nationale, et puis le commandant Abei, qui était le chef d'escadron de l'escadron blindé de la gendarmerie nationale. Il ne l'a pas encore fait. Et le général ou l'amiral Vagba Fessigno est malade de cancer, il est en phase terminale. C'est tout à fait normal qu'il puisse être aux côtés de sa famille et mourir aux côtés des siens. Mais ce n'est pas le cas. Un mois après d'avoir déclaré publiquement, parce que M. Laurent Gbagbo et M. Bédié ne sont pas allés à Yamoussoukro pour lui faire allégeance le jour du défilé militaire où il voulait montrer sa force, même si vous l'avez dit, et tous les observateurs s'accordent à cela, il est faible. Je peux même vous assurer que ce sont les derniers mois. Peut-être qu'on parlera de la Côte d'Ivoire en des termes plus glorieux dans les mois à venir. Parce que le pouvoir de M. Ouattara prend fin. Et je vous parle depuis Paris. Donc, ce message à lui lancé par le peuple malien n'aura pas de suite. Parce que pour M. Ouattara, il fait les choses quand il veut. Et toujours, il tire un intérêt personnel. Donc, le Mali doit faire très attention. Doit faire très attention parce que libérer pour raison humanitaire, c'est bien, mais libérer d'autres personnes, parce qu'on nous dit que la médiation continue et que d'autres personnes aussi pourraient être libérées. Cela sera une erreur très très grave. Vous avez parlé tout à l'heure de l'assassinat de M. Thomas Sankara. Bon, j'ai un jeune âge, mais je suis bien placé pour en parler. Parce que j'étais à Yamoussoukro, on a suivi tous les événements, et M. Sankara même, j'ai eu à le voir 2 fois, voilà, tout jeune. Et il y avait un conflit un peu frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et le Burkina Faso. Cela aurait pu conduire à des choses. C'est la politique, vous savez. Mais là, actuellement, à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire n'a pas de véritable problème avec le Mali. C'est M. Ouattara, pardon, c'est M. Ouattara qui, pour des raisons personnelles, qui a un dédain, un mépris pour les colonels qui sont au pouvoir actuellement au Mali, qui veut tout faire pour installer quelqu'un. C'est quelqu'un qui se prend pour un roi de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si le Mali ne fait pas attention, le Mali qui va accepter une médiation du Burkina Faso, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, se met dans un gros piège. Et le vrai problème au Mali actuellement, je pense que c'est parce que le premier ministre Choguel Maïga n'est pas là. On a compris que c'était l'homme fort du régime, c'est celui qui réellement maîtrise la politique. Les officiers sont des militaires expérimentés, mais des politiciens avec peu d'expérience. Et M. Ouattara le sait, il va surfer sur cela. Même se poser des questions, comment M. Choguel Maïga est arrivé à tomber malade. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une série d'empoisonnements des principaux leaders politiques, ceux qui font de l'ombre à M. Ouattara. Donc, on peut se poser des questions sur la situation au Mali. Mais ce qui se passe, ils doivent faire attention. Parce que lorsque on va permettre cette médiation du Burkina Faso, je rappelle, comme vous le dites, Blaise Compaoré partait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Damiba aussi se rend à Abidjan. Donc, il va prendre contact avec M. Alassane Ouattara. Les 2 hommes se parlent. Et M. Ouattara a compris que si les civils ne peuvent pas convaincre les militaires, un militaire, et ceux qui s'appellent les frères d'armes, c'est facile pour lui de pouvoir convaincre son ami, son frère d'armes. Parce que les 2, ne l'oublions pas, sont de forces spéciales. Ils ont fait des manœuvres militaires ensemble, les Flintock avec les forces spéciales américaines. Donc on se dit, il y a cette liaison entre eux. Donc on peut passer par ce personnage-là pour rentrer dans la bergerie. Et un autre élément, c'est que libérer des personnes qu'on accuse de faits aussi graves, sans établir la vérité, c'est-à-dire sans aller en justice, sans
et permettre à l'opinion publique de comprendre et puis libérer des gens après des négociations et aussi opaques, parce que jusque-là, on ne sait même pas réellement le nom de ces soldats. On n'a pas vu non plus des photos de ces soldats. On a vu juste une liste et on nous a dit aussi qu'ils avaient des faux passeports. Donc, la vérité ne va pas éclater dans cette affaire. Ça peut donner l'impression à l'opinion publique que le Mali a juste séquestré ces personnes-là pour obtenir quelque chose de la Côte d'Ivoire. Et ça serait un très mauvais message envoyé à l'opinion publique africaine d'abord, et puis après internationale. Et puis, il y a la propagande que M. Ouattara peut tirer de cette affaire. Lorsque les trois dames sont arrivées à Abidjan hier, elles ont été reçues. Elles sont arrivées d'abord en vol privé, un jet privé de la présidence de la République ivoirienne. Elles ont été accueillies par les familles, on a mis des femmes militaires et le chef d'état-major les a accompagnées. Il a fait des discours et aujourd'hui la presse ivoirienne, bon, la presse en ligne, puisque bon, nous sommes au dimanche, et en parler, et le plus sur les journaux écrits, de même que peut-être aussi télé, la presse ivoirienne dit que les Maliens, c'est-à-dire l'armée malienne, ou bon, le pouvoir malien ou la justice malienne, auraient demandé à ces filles-là de partir en civil et elles ont refusé, elles ont porté leur tenue militaire. Donc déjà, on nous montre un acte de bravoure. Pour les Maliens, c'est humanitaire, mais là, pour les Ivoiriens, voici des faibles à qui on a fait du mal et qui reviennent fortes. Donc elles ont refusé de se mettre en civil, mais de porter leur tenue militaire et d'arriver en Côte d'Ivoire comme des soldats, des femmes et des guerrières. Donc M. Ouattara va utiliser cela pour renforcer son image dans l'opinion publique. Il est affaibli. Donc on se dit, le Mali a donné là une munition à M. Ouattara pour essayer de remobiliser ses troupes au moment où il tirait vers la fin. Donc il faut qu'il fasse attention dans les actes qu'ils vont poser dans les jours, voire les semaines à venir concernant les 46 autres qui sont restés sur le territoire. Il faut qu'on les juge, il faut que la vérité éclate, même si après il y a une médiation pour les libérer au nom de l'amitié africaine, ça serait compréhensible. Mais lorsqu'on ne sait pas la vérité et qu'on libère de façon opaque, cela montre que c'était juste des gens qui ont été séquestrés, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pardon, le Mali n'a pas encore donné officiellement des preuves que ces personnes-là étaient venues faire un coup d'État. On a les armes, bien sûr, mais quelles sont les déclarations qu'ils ont faites? Donc la justice doit suivre son cours et il ne faut pas laisser place à une médiation qui peut être la porte d'entrée à un coup d'État, un coup de poignard au gouvernement malien. Kofi, merci en tout cas d'avoir également apporté la précision. C'est pas le peuple ivoirien qui a un problème particulier avec le peuple malien, ce sont bien les dirigeants de la Côte d'Ivoire avec à leur tête le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Bien cher monsieur, on va faire le tour, un dernier tour de table pour sortir de cette thématique avec la question centrale qui vous est donc posée ce soir. On va prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien Issa Diawara. Issa Diawara, après la libération de ces trois femmes-là, parmi les 49 mercenaires arrêtés, il faut dire, Isaac Kofi a bien fait de le rappeler comment cette libération a été présentée du côté de la Côte d'Ivoire. On les présente comme des héroïnes qui sont rentrées au bercail. Issa Diawara, quelle lecture peut-on faire à la suite de cette libération rapidement pour sortir de cette première thématique? Ouvrez votre micro, Issa Diawara. Ok, merci beaucoup. Vous savez, il ne faut pas faire la communication de Ouattara. D'ailleurs, j'ai bien entendu tout et chacun. Mon frère Isaac Kofi dit, d'après des informations, en réalité, c'est pas comme ça. Et n'oubliez pas que les dames là ont transité d'abord par la médiation togolaise, par le Togo. Et ensuite, vouloir dire que c'est Choguel qui était l'homme de poing ici au Mali, c'est une erreur monstrueuse. C'est mal connaître ce qui se passe au Mali. Peut-être de l'intérêt, si vous n'êtes pas ici, vous ne comprenez pas. N'oubliez pas que les 5 colonels du Mali se réunissent tous les jours. C'est très important. Si vous voyez Choguel, ce sont eux qui ont confié la primature à Choguel. Avant, et Choguel n'a jamais été premier ministre du Mali. Donc le choix de Choguel, c'est leur choix bien sûr. Choguel, c'est leur homme. Et à présent, Choguel est soigné par les meilleurs médecins militaires du Mali. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ces jeunes-là sont des faits stratèges. À l'époque,
beaucoup se disaient ici, quitter la CEDEAO, retirer de la CEDEAO, quoi bon rester dans la CEDEAO? Mais si le Mali était sorti de la CEDEAO, ce bras de fer, cette histoire avec le clan Ouattara, comment ça allait se passer? Ça allait être le Mali contre la CEDEAO. Et ça se comprend un peu. Et restons carrément dans le cadre des analyses et suivons l'ordre chronologique des choses. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, pour chéri, quand on parle de la mobilisation de la diaspora ivoirienne du 10 septembre, mais pourquoi ça? Ouattara est mauvais, ça fait longtemps, mais il a fallu qu'il les 5 colonels du Mali, les autorités du Mali, arrêtent les 49 militaires de la Côte d'Ivoire. Le Mali pouvait les laisser passer, faire semblant négocier ça en dessous avec Ouattara. Mais il fallait qu'on arrête ces 49 militaires, qu'on rende cette histoire publique et faire de cette histoire une question vraiment internationale. Ça, au moins, il faut reconnaître cela. Et aujourd'hui, la mobilisation qui a lieu le 10 septembre par la diaspora ivoirienne, c'est parce que Poucheri Bella a été arrêté. Pourquoi Poucheri Bella a été arrêté? C'est parce que les 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés. Donc, n'oubliez jamais cela. J'ai tout dit depuis le début de cette histoire que si ceux qui veulent la tête de Ouattara, ils l'auront, mais il faut être stratège. Il y a des choses que moi je ne veux pas étaler sur les médias. Mais je pense, on dit en Bamalaka, donc on sait qu'en dessous d'une colline, en tout cas, nous savons qu'on va y retrouver la plaine ou bien quelque chose. Donc, ce qui se passe, ces dossiers, avec ça, n'oubliez jamais, le Mali a aujourd'hui comme principal adversaire, principal ennemi, c'est la France. Notre principal ennemi, j'avais dit à l'époque que la CEDEAO est en train de nous trahir. Ça nous fait mal, on va quitter la CEDEAO, mais pas suivant le calendrier de la France. Ce n'est pas la France qui va nous imposer cela. On ne va pas jouer au jeu de la France. La France a instrumentalisé Ouattara pour déstabiliser le Mali. Ce n'est pas gratuit que le Mali n'avait posé que 3 conditions. C'est une médiation. Le Mali avait posé des conditions. Le mieux, c'était de ne pas aller à une médiation. Dis-moi qu'on va à une médiation, c'est pourquoi? On va à une médiation pourquoi? C'est dire qu'en réalité, il y aura des concessions de part et d'autre. Maintenant, qu'est-ce que le Mali voulait? Le Mali a en viseur surtout la France. Bazoum, Ouattara, ce sont des troubles faits. J'ai tout en dit que Ouattara et Bazoum ne jouent qu'aux troubles faits. Ils veulent retarder l'échéance. Ils veulent retarder la chute de l'Empire occidental. Nous, c'est la France d'abord qu'on veut renverser. Si la France n'y est plus, Ouattara ne sera plus là. Ça aussi, c'est dans notre calcul. Ouattara n'est là que parce que la France est sur pied. Si la France n'existe pas, Ouattara tombe. Et si Ouattara est affaibli, la France est affaiblie. Ce n'est pas gratuit que la France veut affaiblir le Mali. Parce que pour la France, quand elle affaiblit le Mali, bien sûr, c'est la Russie et la Chine qui sont affaiblies. C'est l'Algérie qui est affaiblie. Or, pour le Mali, quand nous affaiblissons Bazoum, nous affaiblissons Ouattara, et bien sûr, il y a des mobilisations. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les coulisses qu'en réalité, je ne pourrais jamais dire. Si Ouattara est affaibli, aujourd'hui, pour nous, c'est la France qui est affaiblie. Nous, on ne perd jamais de vue la France. Beaucoup nous disent que ce sont les Américains qui sont derrière tout ça, d'accord. Mais pour arriver d'abord, je ne sais pas, en 9e année, il faut d'abord faire la 6e année. La France est une étape, tout comme Ouattara est une étape. Ouattara aujourd'hui est affaibli. Ce n'est pas gratuit que beaucoup d'hommes politiques du Mali arrivent ici, pardon, beaucoup d'hommes politiques de la Côte d'Ivoire ont de très bonnes entrées ici au Mali. Beaucoup des opposants ivoiriens ont de très bonnes entrées. Je ne parle pas que de Guillaume Soro. Il s'agit de tous les opposants ivoiriens que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Nous sommes sur les médias et Afrique Média est un média très suivi. Et je pense que tout ce qui a été dit ici, ces gens-là ne cessent de prendre note. Ils ont leurs renseignements qui travaillent avec cela. Je vous dis, l'objectif sera atteint. Il faut être simplement méthodique. Il faut être très très méthodique. Aujourd'hui, le Mali a réussi à faire piéger Ouattara dans son propre jeu. Mais ça ne va pas se voir tout de suite. Comme la question de la CEDEAO. Ça va se voir très bientôt. Les 46, là, ils sont en détention. Savez-vous les conditions qui sont posées pour les 46? Vous connaissez ces conditions? Demandez à Ouattara. Vous dites qu'il les a accueillis en grande pompe? Non. Vous avez dit de faire la part des choses entre le régime Ouattara et la Côte d'Ivoire. Le régime Ouattara peut les accueillir en grande pompe. Ça n'engage que Ouattara. Est-ce que les autres Ivoiriens sont sortis accueillir les 3 femmes qui sont arrivées? Les 3 mercenaires. Moi, je vois d'ailleurs si les dames là avaient atterri en tenue civile, c'est comme des pauvres femmes qu'on a présentées. Mais le fait de les présenter en tenue militaire, bien sûr,
C'est des militaires qui étaient venus en mercenariat sous fausse identité. C'est comme ça que c'est sous cet angle qu'il faut analyser les choses. Mais j'ai tout en dit que l'opposition ivoirienne aussi a du mal à se fédérer. C'est là-bas aussi qu'il faut accélérer les choses. Le Mali traîne les pas. Ça fait à peu près 2 mois que les 49 là étaient détenus ici. Maintenant, les 46 hommes sont encore entre les mains du Mali. Ça fait à peu près 2 mois que le Mali est en train de traîner les pas. Mais en 2 mois, qu'est-ce qu'on ne réussit pas à mettre notre ego de côté et qu'on puisse fédérer et répondre favorablement à ce que le Mali veut mettre en place? Et ce sont les Maliens qui doivent aller marcher aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont les autorités du Mali qui doivent aller aujourd'hui au niveau des institutions ivoiriennes pour faire un discours? Non, mais ce sont les enfants ivoiriens qui doivent avoir la peau de Ouattara, s'ils le veulent. Mais le Mali ne peut que créer des conditions. Ça, il ne faut jamais oublier cela. Le Mali crée des conditions et les conditions sont créées. Il y a l'arrestation. Ouattara a commis la grosse erreur d'arrêter cette dame qui est de la société civile. Maintenant, qu'est-ce qui suit après? C'est ce qu'il faut voir. Et aujourd'hui, le Mali même a réussi à déconnecter. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Il y a aujourd'hui des bruits, beaucoup ne le savent pas, entre Ouattara et Macron sur ces dossiers. Vous pensez que pourquoi Damiba est venu au Mali? Mais Damiba n'est pas le médiateur. Hier, très tôt, j'ai dit, Damiba n'est pas un médiateur. C'est le Togo qui a toujours les mains, en tout cas dans la patte. Raison pour laquelle les gens ont été d'abord livrés au Togo et le ministre, directeur de cabinet de Ouattara a été obligé de faire d'abord ce discours avant qu'on puisse remettre les 3 dames. Donc comprenez une chose, cette bataille, elle n'est pas qu'émotionnelle, il faut le dire, c'est une bataille stratégique. Chacun des pays a ses alliés derrière. Le Mali n'est pas seul sur ces dossiers. Le Mali a ses alliés derrière. Et n'oubliez jamais, le Mali tient toujours à avoir la peau de la France. Aujourd'hui, le Mali travaille à expulser les bases françaises de toute l'Afrique. S'il n'y a plus de bases françaises en Côte d'Ivoire, ça vous facilite la tâche, oui ou non? Mais comprenez, c'est là, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Il y a des choses qu'il faut savoir lire entre les lignes. Pour ne pas éveiller aussi l'autre cas. Il y a des choses qu'il faut savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, le Mali demande tout simplement le départ des bases françaises. Pourquoi la réunion tarde à être tenue au niveau du Conseil de sécurité? Aujourd'hui, le Mali est en train de mettre tout son poids à ce niveau. Ce n'est pas qu'une question du Mali, c'est une question de l'Afrique. Parce que nous savons que nous ne serons jamais à l'aise tant que nous avons les bases militaires françaises, en tout cas à nos frontières. Pourquoi Damiba est venu au Mali, précipitamment? Pourquoi c'est le colonel Goïta même qui a été l'accueillir à l'aéroport? Pourquoi aujourd'hui on tente de déstabiliser le colonel Mamadi Doumbia, qui pourtant était l'homme de la France au départ? Damiba, c'est l'homme de la France, n'oubliez pas. Il a fait venir Blaise Compaoré. C'est leur homme. Mais leur homme jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se prépare avec le Mali? Les 3 colonels de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un axe qui est en train d'être mis en place au sein de la CEDEAO. Comprenez que cet axe-là, Ouattara ne pourra pas résister. Ce n'est pas que le Mali. Vous avez l'axe Bamako et Conakry, Sonko bientôt au Sénégal. Et vous avez de l'autre côté Damiba qui arrive dans le lot. Il n'est pas encore arrivé, Damiba. Il ne faut pas le blanchir très tôt. Mais il y a des travaux en cours. Ce n'est pas gratuit que le chef d'état-major de la France arrive précipitamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Pourquoi vient-il? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a comme père? Qu'est-ce qu'il vient mettre en place? Est-ce que Damiba est assuré? Damiba a peur. Ça, c'est ce que je vous dis. Damiba a peur. Damiba est venu chercher protection auprès d'Assimi Goïta. Damiba doit aller rencontrer Ouattara. Ce n'est pas une médiation dans l'affaire de 49. Ça, c'est Fort Gnassingbé et Adema du Togo qui est sur le dossier. Là où on a refusé à Macky Sall et à d'autres, nous, on ne va pas prendre Damiba qui est encore l'homme de la France et le plébisciter tout de suite. La France veut récupérer nos hommes. Ceux qui travaillent pour libérer l'Afrique. Nous aussi, nous voulons détruire le bloc de la France-Afrique. Il y a des dirigeants qu'on pourrait récupérer, il y a des dirigeants qu'on doit tout simplement faire sauter, qu'on doit enlever. Et ça, c'est un travail qui se travaille très discrètement. C'est un travail qui se prépare très discrètement. Le dossier sur lequel vous ne connaissez pas assez, mais c'est un dossier, laissez ça comme tel. Le Mali a le contrôle sur tout ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je vous dis, nous attendons seulement impatiemment que les autres peuples répondent favorablement
à cette marche de libération de l'Afrique. On le dit, le Mali est un peu seul. Ce sont les panafricanistes, ce sont les peuples africains qui soutiennent le Mali. Mais en termes de dirigeants, nous manquons de dirigeants. Or, on a surtout besoin de créer une certaine alliance. On ne peut pas réussir seul. On a vu le cas Thomas Sankara. Goïta ne réussira pas seul tant que toute l'Afrique, en tout cas une grande partie de l'Afrique, travaille avec la France. Il faut récupérer certains, il faut faire sauter d'autres. C'est cette mission qu'on a confiée au Mali. On a dit au Mali d'être la lumière de l'Afrique, d'assurer ses leadership. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tant au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bazoum au Niger, même ce n'est pas gratuit que Ousmane Sonko a fait une déclaration officielle pour s'allier au Mali. Ce n'est pas gratuit que la Guinée marche même dans les pas d'aller vers une fédération avec le Mali. Pourtant la Guinée, c'est eux qui l'avaient amené au pouvoir. Doumbia, c'était leur homme, c'est un ancien légionnaire de la France. Lisons entre les lignes et je veux que chacun essaie de remplir un peu sa part de mission. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. On va retrouver Linda Larbaoui pour qu'elle nous donne aussi sa grille de lecture. On a écouté la vôtre, Issa Diawara. Linda Larbaoui, quelle lecture faites-vous à la suite de la libération de ces 3 mercenaires? Si les autorités maliennes les ont libérés, c'est qu'ils ont une bonne raison. Où ils ont dû bien négocier, où ils ont pris des informations, où il y a eu quelque chose. On les a pas libérés comme ça. Maintenant que ça soit des femmes, on les a libérées, non, c'est pas ça. Il faut savoir que les meilleurs tireurs d'élite dans le monde, ce sont des femmes. Malheureusement, c'est comme ça. Les meilleures tueuses avec sniper, ce sont des femmes. D'ailleurs, la meilleure française tireur d'élite a été tuée au mois de mars par les Tchétchènes en Ukraine. Donc, il faut pas dire parce que c'est des femmes, non. Il y a dû y avoir quelque chose. Et puis, les autorités maliennes savent très bien où est-ce qu'ils en sont. Je rejoins tout à fait Monsieur Diawara. Moi-même, j'ai parlé dans ce sens-là depuis pas mal de temps, même concernant la CEDEAO, tout ça. Ils savent très très bien où est-ce qu'ils en sont. S'il y a eu libération, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est pas parce que c'est des femmes. Il y a eu quelque chose qui a été donné en contrepartie, ou il y a eu quelque chose qui a été négocié, ou tout simplement parce que ce ne sont pas des véritables militaires, mais ce n'est pas gratuit. Maintenant, une chose est sûre, je valide ce que M. Diawara disait, et des fois on n'a pas les éléments, et souvent je répète cette phrase, mais le peuple malien, son combat est très très dur, il faut continuer à le soutenir, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à soutenir les militaires qui sont au pouvoir. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra se libérer. Il y a un article très intéressant, je ne vous l'ai pas encore envoyé, je vais le chercher, mais sur Washington Post, et qui parle justement, il dit, le titre c'est « L'Union soviétique est revenue se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal ». La chute de l'Union soviétique a commencé dans le Sahel. Donc il y a des éléments et il y a des personnages qui ont joué un rôle fin des années 70, on les retrouve aujourd'hui. Il y a des pays qui ont joué un rôle aussi dans cette chute. Malheureusement, ils étaient victimes comme le Mali, comme l'Algérie. Et ben, aujourd'hui, les choses sont en train de changer et je pense que cet article, je vous l'enverrai, vous allez voir, il en dit beaucoup justement pour le combat des Maliens et encore une fois, ils sont en train de libérer toute l'Afrique et merci de nous avoir donné aussi en Algérie tout le pouvoir que nous avons aujourd'hui parce que réellement quand je parlais, c'était pas dans le sens où l'Algérie est forte, c'était tout le contraire. De 2019 à 2020, on pataugeait complètement, on n'arrivait pas à avancer, le Hirak n'arrivait pas à avancer. Mais c'est le combat de nos frères maliens qui nous a donné le pouvoir aujourd'hui de pouvoir avancer, mais on avancera ensemble parce que c'est le même combat. Et c'est pour ça que vous avez notre soutien et on ira jusqu'au bout avec. Et ben, toute l'Afrique est avec vous, je pense. Et merci beaucoup. Merci au peuple malien. Là-bas, oui, on va sortir de Zoom avec notre ami Isaac Kofi pour sa lecture, grille de lecture en tout cas, pour sortir de cette première thématique à la suite de la libération de ces 3 mercenaires. Voilà, comme vous l'aviez dit un peu plus tôt,
on s'attend à ce que M. Ouattara fasse quelque chose. Vous savez, dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Donc, lorsque une des personnes, des parties en présence fait quelque chose, on attend un geste de l'autre partie. Et je ne pense pas que cette libération était juste pour attendre des excuses de la part de la partie ivoirienne, comme elles ont été dites du bout des lèvres par le directeur du cabinet de M. Ouattara. Peut-être qu'il y a en contrepartie la demande de la libération de Mme Gbali. Est-ce qu'elle va se faire? On attend, puisque l'arrestation de cette dame menace ouvertement le pouvoir de M. Ouattara. Selon les informations que j'ai, M. Ouattara est rentré précipitamment à Abidjan parce qu'on lui a demandé d'aller régler ce cas-là. Donc, est-ce qu'il va le faire, vu les accusations graves qu'il a portées contre la dame? On attend. Mais ce que j'avais voulu dire, bon, pour répondre un peu aux frères, c'est que nous travaillons tous en synergie. Les pas doivent être, je peux dire, les pas doivent être calculés, les pas doivent être stratégiquement sur la même longueur d'onde. Et c'est ça le point le plus important. Monsieur Ouattara, si on lit dans le passé, c'est-à-dire si on voit les statistiques, il ne va pas libérer cette dame. Donc, aux yeux de l'opinion publique, ces trois dames-là seraient libérées contre rien d'autre en échange. Simplement, gratuitement. Voilà. Simplement, on va dire gratuitement, c'est ça. Ça va dire, ça peut montrer une certaine faiblesse. Parce que si il libère aussi Mme Gbali, au moins il y a quelque chose en échange. L'opinion publique s'est dit, oui, et bon, les Maliens, ils ont bien fait, le gouvernement malien a bien fait, c'était pour permettre la libération de cette pauvre innocente qui est allée essayer de régler un problème et que, bon, le féroce, le dictateur, M. Ouattara, l'a mise en prison. Donc, au moins, c'est une bonne chose. On peut accepter de faire des sacrifices. C'est comme votre enfant est détenu, pris en otage par un ravisseur. Vous pouvez accéder à payer une rançon, même si le prix est élevé, ou au moins avoir votre fils sain et sauf. On sait le rôle que Mme Gbali joue aujourd'hui dans on peut dire de la résistance en Côte d'Ivoire, puisque société civile, c'est aussi dénoncer ce que le gouvernement fait. Et puis, je le dis, aujourd'hui, le plus grand danger pour le Mali, c'est pas la France qui est très loin, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que le peuple malien sache cela. C'est la Côte d'Ivoire qui représente, dans l'immédiat, la Côte d'Ivoire, dit M. Ouattara, qui représente le plus grand danger contre le Mali actuellement, contre même l'indépendance de l'Afrique. Tout ce combat que nous menons, c'est M. Ouattara qui centralise un peu tout. Parce qu'il y a une chose, les personnes qui découvrent M. Ouattara aujourd'hui ne le connaissent pas. Ou ceux qui étaient alliés avec lui, qui pensaient le connaître, aujourd'hui certains commencent à le découvrir, mais ils ne le connaissent pas. Voici quelqu'un qui a une mentalité carrée, qui se prend pour d'abord super intelligent, un grand économiste, celui qui a une vision. Bon, c'est quelqu'un qui se dit, j'aurais voulu être empereur, il a dit. Vous avez peut-être pu regarder cette vidéo. Donc, c'est comme ça qu'il pense. Et lorsqu'il entame quelque chose, il va aller jusqu'au bout. S'il a décidé de faire partie le gouvernement qui est en poste au Mali, il va le faire. La preuve, les Maliens doivent savoir que toute l'opposition au gouvernement actuel du Mali se trouve en Côte d'Ivoire et ils ont des milliards à leur disposition. Mais ce n'est même pas eux pour le moment qui font le combat. C'est M. Ouattara et la France. Donc, si le peuple malien veut la quiétude, ils doivent forcément s'entendre aider les Ivoiriens. Et ça, ils le font déjà. On a vu les soutiens de la communauté. Ils seront d'ailleurs le 10 avec les Ivoiriens pour marcher au Trocadéro à Paris. Mais cela doit continuer. Donc, comme je le disais, les pas doivent être calculés ensemble. Si M. Ouattara ne libère pas Mme Gbali, c'est comme s'il aurait gagné quelque chose contre rien. Gratuitement, comme vous l'avez dit. Alors, ça le renforce aux yeux de l'opinion publique au moment où il a affaibli, ou avec les manifestations que nous allons démarrer, il devait normalement d'ici peu partir. Donc il ne faut pas lui donner de l'oxygène, il faut le laisser tel, quelques mois de plus pour une détention. D'ailleurs, ces personnes ne sont pas maltraitées, elles sont dans un endroit, ils sont logés, nourris, donc ils peuvent attendre quelques mois et il faut mettre de côté la médiation et aller sur le terrain exclusivement judiciaire. Si le cas est judiciarisé et que l'opinion comprend la vérité, cela peut encore renforcer le gouvernement malien, mais libérer comme ça, sans condition, bon, c'est cette humanitaire, mais s'il n'y a rien en retour, ça montre un signe de faiblesse. Ça, je suis clair là-dessus.
Merci à vous, cher Isaac Kofi. On revient sur ce plateau pour continuer avec les grilles de lecture de nos différents invités. Eh bien, Maître Janvier Momo, Isaac Kofi a rappelé le jusqu'au boutisme du président Alassane Dramane Ouattara. On se rappelle encore de ce jusqu'au boutisme-là quand il fallait faire partir par tous les moyens le président Laurent Kodo Gbagbo. Quelle est la grille de lecture que vous faites donc à la suite de la libération de ces 3 mercenaires? Mais en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Puisque le pouvoir ivoirien n'est pas comme le pouvoir malien. Mais ils ont arrêté Edith Chéri Ballet. Mais vous avez vu le quantum des infractions. Actuellement, elle est en détention. Effectivement. Allez-y, à l'heure actuelle, elle est en détention. Et ils vont aboutir à un 20 ans. Vous savez que la justice ivoirienne... On a l'habitude de... Oui. La peine, elle est connue déjà. Je ne sais pas comment vous réfléchissez sur l'actuel gouvernement ivoirien. Nous, on les connaît. Mais ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas marcher sur comment dire, sur du coton. Une chose est sûre, que le Mali sache qu'ils ont fait un acte de gratitude en libérant ces 3 femmes. Mais c'est l'occasion nous est donnée de dire aux panafricanistes ce que c'est que la femme dans l'armée. Mais la femme est une arme à triple tranchant dans l'armée. À triple tranchant. J'ai dit à triple tranchant. On a dépassé le double tranchant. Vous dépassez le double pour atteindre le triple et l'efficacité des femmes dans l'armée. Mais là où la femme entre, la femme militaire entre, l'homme n'entre pas. Faites attention. Peut-être c'est les plus dangereuses qu'on vient de libérer là. Pourquoi? Parce que la femme distrait de façon naturelle. Lorsque vous êtes avec la femme, vous perdez certains sens de façon naturelle. Et c'est à ce niveau qu'elle atteint son objectif. Mais qui vous dit pas que vous venez de libérer les plus grands empoisonneuses qu'on a envoyées au Mali? Parce que atteindre un objectif sur le plan de la déstabilisation, c'est pas seulement avec l'arme. Effectivement. C'est pour ça que je dis, la femme, quand elle active le triple tranchant, mais monsieur, elle atteint l'objectif. Et je vais vous dire, même au niveau de la prédation en matière animale, mais la lionne est plus dangereuse que le lion dans la prédation. Effectivement. Il faut faire attention. Moi, je pense que le Mali a posé un acte de gratitude. N'attendez rien d'Abidjan, en réalité. Mais il n'y a pas eu échange. Le Mali, en réalité, n'attend rien d'Abidjan. Sauf que le Mali doit donner le signal à Abidjan. Il ne faut pas que dans l'entreprise de déstabilisation, toi, mon voisin, tu sois mêlé sur le plan actif en envoyant des gens dans mon territoire. C'est tout. Le Mali ne doit rien attendre. Edith Chéri Ballet, ce n'est pas la première fois qu'elle est à la Macar. Effectivement. J'ai demandé dernièrement qu'il fallait qu'on lui construise même une maison à la Macar. Parce qu'elle y va tout le temps. Une maison spéciale pour elle. Elle y va tout le temps. Et donc, si vous pensez que on a libéré 3 femmes au Mali, pourquoi on libère Chéri Edith Ballet du niveau de la Côte d'Ivoire? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Et le régime en Côte d'Ivoire est en train de s'endurcir. Peut-être que vous regardez, vous ne voyez pas. Il est en train de s'endurcir. Ce qu'on peut faire au niveau du Mali, une décision qui condamne les 46 autres. Mais la pression monte d'un cran vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que sur le plan purement militaire, ça peut créer de la mutinerie. Les autres soldats peuvent se soulever comme où sont nos collègues d'armes? Les avez-vous abandonnés? Mais vous êtes incapables de faire rentrer. C'est la raison pour laquelle le pouvoir ivoirien, très intelligent, est en train d'activer tous les réseaux. C'est pour ça que je dis au pouvoir malien que le loup est dans la bergerie. Faites attention avec tous les tours. Gérald Diawara, mais ce n'est pas du bisounou, je me répète. Les gens que vous voyez venir, ils ont une version officielle et une version officieuse qu'ils ont dans la tête. Ils ont un objectif officiel et un objectif officieux. Très souvent, ils peuvent visiter, les amis d'armes peuvent voir à quel moment est-ce que la garde rapprochée s'est réunie pour former rapidement ce qu'on appelle le couloir autour du chef de l'État. Voir à quel niveau la faille peut intervenir. On peut même sacrifier quelqu'un qui vient et que vous accueillez comme vous ne pouvez pas. D'ailleurs, lors d'une fête religieuse au Mali, mais le président Assimi a échappé à un couteau. Est-ce que vous vous attendiez à ce que lors d'une cérémonie
comme celle-là, que le couteau puisse intervenir. Il faut faire attention. Quand on est en guerre, messieurs, on doit à tout moment savoir qu'on est en guerre. De jour comme de nuit. Même dans des réceptions officielles. Le Mali est en guerre. Et les ennemis du Mali se multiplient. Ce n'est pas seulement la France, Djera Issa Diawara. Mais quand vous parlez de la France, la Côte d'Ivoire, mais c'est le silo de lancement privilégié des engins de déstabilisation de toute l'Afrique. Isaac Kofi l'a d'ailleurs appelé la France. Oui. La France est certes un adversaire, mais elle est très loin. La Côte d'Ivoire est tout à côté du Mali. Et le président Ouattara, mais c'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il atteint ses objectifs. Mais Babo vous dit qu'à un moment donné, quand c'était compliqué pendant la crise, on lui a envoyé les missionnaires. Sachant que Babo très souvent il met les pieds, les genoux au sol, élève les bras au ciel pour prier. Mais on lui a envoyé les missionnaires. Et vous connaissez le récit des missionnaires. Quand ils ont atteint son objectif, c'était fini. Quand les missionnaires ont terminé, le soir c'était Sarkozy de Borsa qui lui passait des coups de fil. Il faut faire attention. Donc, les trois qu'on a libérés, peut-être c'est les trois qu'on devait retenir. C'est-à-dire qu'on pouvait libérer tout le monde et retenir cela. C'est pour cela que j'ai dit que la justice malienne doit faire son boulot. Et le gouvernement en transition ne va pas occulter la justice malienne dans son entreprise de donner la vérité au peuple. De faire savoir au peuple qu'effectivement, parce que pour le moment, tous bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait intervention d'une décision de justice avec l'argumentation nécessaire qui permet au peuple malien et à tout le monde entier de savoir que dans son entreprise de reconquérir sa souveraineté, le Mali a été déstabilisé par la Côte d'Ivoire. C'est cette vérité-là qui doit sortir au grand jour. Et c'est elle qui constitue la véritable pression vis-à-vis du pouvoir ivoirien. Le pouvoir malien, ils n'ont pas intérêt à ce que le désordre se crée, mais en agissant dans la norme judiciaire, ça peut avoir des conséquences au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, les militaires ivoiriens sont en droit de dire, mais attendez, les gens sur qui, ces gens sur qui nous comptons, ils ne sont pas capables de faire ramener nos frères d'armes qu'on a envoyés en mission. Et vous savez, les missions de ce genre, c'est le pouvoir qui a la responsabilité. Et si vous échouez, ça veut dire sur le plan militaire que lorsqu'on ne libère pas les 49, les 46 aujourd'hui, ça veut dire que sur le plan militaire, vous avez échoué. Et si, au niveau du Mali, on veut rendre la pièce à la Côte d'Ivoire, ce n'est que par ce moyen. Parce qu'au niveau de l'armée, il y aura un gros point d'interrogation. Est-ce que ces gens sur qui nous on compte sont, et est-ce qu'ils sont capables de bénéficier, est-ce qu'ils sont à même de nous protéger lorsque nous sommes en danger? C'est de cela qu'il s'agit. Et pour nous, il est question de continuer à dire au gouvernement malien que ce que vous avez engagé, ce n'est pas pour vous, c'est pour toute l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique, c'est pour la race noire. C'est un combat qui est noble et qui doit atteindre l'objectif. Entrez dans l'histoire par la porte que Dieu a ouverte. N'entrez pas dans l'histoire de l'Afrique par d'autres portes que les gens veulent venir vous ouvrir. Ce ne sont pas des portes, et ce sont des fenêtres. Et lorsque tu passes par cette fenêtre, tu es dans le précipice. C'est la politique, ça ne joue pas. Une erreur, monsieur, une erreur, elle se corrige et au stylo rouge. Donc, pour nous, la libération de ces trois, ok, d'accord, c'est déjà acté, on ne peut plus y revenir. Mais les autres, ils doivent être jugés. Si le Mali leur reproche de quelque chose, ils doivent être jugés, condamnés. Il y a tout un arsenal juridique que le pouvoir a. Lors des négociations, il y a la grâce. Vous parlez du pouvoir ivoirien. Mais le président Laurent Gbagbo attendait la grâce. Mais il attendait quoi? Il attendait l'amnistie. On lui a donné la grâce. Mais oui, Abidjan parle un langage propre. Ils vous disent, notre pouvoir n'est pas à partager. C'était très technique. Nous ne faisons pas du bisounours ici. S'il y a une force majeure aujourd'hui et qu'il faille aller à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est disqualifié. Il faut faire attention. N'attendez rien de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir ivoirien, nous le connaissons. Ils sont jusqu'au boutistes et ils sont fidèles à leurs alliés. On demande au Mali d'être aussi fidèle à ses alliés, comme la Côte d'Ivoire, elle est fidèle et c'est son allié français. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Je vous ai dit tantôt que celui qui n'a pas pu soigner le Mali, le grand médecin,
avec les grands médicaments prescrits au Mali. Mais il est à côté, chez le même voisin qui souffrait de la même maladie. Mais posez-vous des questions, monsieur. C'est un Médecins sans frontières. Mais cet homme, c'est la France. Mais c'est tout. Merci à vous, maître Janvier Momo. Eh bien, on va sortir de cette première thématique avec vous, docteur Basiliken. On a eu l'habitude de le voir, pas seulement sur le continent africain, mais également de l'autre côté, des échanges de prisonniers entre les États, des militaires qui avaient été arrêtés dans un pays. On les inclut dans les négociations pour pouvoir les échanger avec d'autres militaires qui avaient été arrêtés ailleurs. Est-ce que vous pensez que les autorités maliennes doivent laisser la justice condamner tout d'abord ces 49 militaires, quitte à ce que plus tard on les inclue dans une probable négociation avec le régime d'Abidjan? En tout état de cause, les Maliens, les citoyens maliens qui, avec tous les embargos, ont souffert de l'événement révolutionnaire qui est survenu dans leur pays, ne comprendraient pas que la justice de leur pays ne se prononce pas sur les gens qui ont attenté à la souveraineté du pays. Donc, la moindre des choses qu'il y a à faire ici, d'accord, les 3 ont déjà été libérés, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas envoyer un contingent pour aller les récupérer, mais pour que ceux qui restent soient vraiment jugés clairement et que le public malien comprenne que ces gens-là sont venus avec l'objectif de détruire notre avenir. Une fois que ce sera fait, bon, si la Côte d'Ivoire veut absolument récupérer ses citoyens, à ce moment-là, on peut toujours négocier et une grâce peut être accordée. Mais en tout état de cause, moi, je suis très proche de Maître Momo, sauf que je trouve que la libération de 3 femmes est une action vraiment humanitaire. Alors, évidemment, on ne négocie pas avec le diable. Donc, mais ce qui est fait, mais il est bon. Le Mali a commencé une action qu'aucun pays africain n'avait fait jusqu'à présent. Et le Mali a porté plainte auprès des Nations Unies contre un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Titulaire du droit de veto. Et titulaire du droit de veto. Eh bien, il faut déjà que cette affaire-là se décante pour qu'on voit un peu, que nous sachions, nous, panafricanistes et tous ceux qui ont des oreilles pour comprendre à droite et à gauche, nous savons que la France est la cause des malheurs du Mali et des autres pays prétendument francophones. Nous le savons. Mais aux Nations Unies, pourquoi la France a-t-elle peur d'aller s'expliquer? Il faudrait qu'elle accepte. Et si elle n'accepte pas, la justice malienne doit suivre son cours contre les prisonniers qu'elle détient en ce moment. Il ne s'agit plus, en tout état de cause, pour l'avenir immédiat, il ne doit plus s'agir de négociations sous la table. Il faut que le peuple malien, qui souffre de la situation qui prévaut et qui escompte sur cette situation pour pouvoir libérer le pays et devenir des citoyens comme les autres dans leur pays, eh bien, il faudrait que le peuple malien ne soit pas déçu. Il faudrait que les militaires comprennent que la justice doit aller jusqu'au bout, y compris les 3 qui ont été libérés. On verra exactement quelle charge pèse sur elles et on va les condamner par contumace. On pourrait les condamner par contumace. Voilà. Moi, je crois que c'est le moyen d'apaiser le peuple malien qui attend beaucoup de ces jeunes militaires. C'est le moyen de permettre aux autres Africains de comprendre les micmacs à droite et à gauche que la France éternelle, généreuse et civilisatrice, et mène contre ces anciennes colonies. Eh bien, ça peut toujours permettre d'écrire l'histoire à l'avenir. Ça, il faut que la justice malienne aille jusqu'au bout et que l'on sache exactement qu'est-ce qui était prévu, pourquoi ça a échoué et quelles conséquences et on doit tirer pour se prémunir de ce type d'agression à l'avenir. Merci à vous, docteur Basiliken.